Rarement dans les titres de l'actualité, le transport maritime est pourtant un marché gigantesque et un pilier indispensable au fonctionnement de l'économie mondiale. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, environ 80% du commerce mondial en volume est assuré par le transport maritime, ce qui signifie qu'une grande partie de ce que nous consommons a transité par la mer. Ainsi, en 2013, 9,5 milliards de tonnes de marchandises ont été transportées par navire. Alors comment expliquer cette domination de la voie maritime sur le transport de marchandises alors qu'il ne s'agit pas du mode de transport le plus rapide? Si on prend un exemple, pour relier la Chine à la Belgique, il faut entre 30 et 40 jours en cargo, une vingtaine de jours en train et un jour en avion. En fait, si le transport maritime est aujourd'hui privilégié, c'est tout d'abord parce qu'il est très facile de circuler sur les mers. Le principe de libre navigation sur les mers et les océans est un principe ancien, garanti par la Convention sur le droit de la mer de Montego Bay, ratifiée par environ 170 États au 1er janvier 2015, et cette convention énonce la liberté de circulation des navires commerciaux sur tous les espaces maritimes, tant qu'ils sont inoffensifs. Cette liberté est renforcée par le faible nombre d'obstacles rencontrés en mer, à la différence par exemple du relief pour les routes terrestres, et l'absence d'infrastructures nécessaires à la navigation elle-même. À cela s'ajoutent des innovations techniques comme l'invention du container, une boîte pouvant transporter tout type de marchandises, y compris des produits frais, et dont le format est standard. Elle peut être facilement empilée, déchargée, passer d'un mode de transport à un autre. Et puis il y a aussi la spécialisation des navires qui a entraîné des gains de productivité. Les trois principaux types de navires sont les vraquiers, qui transportent notamment des céréales, des minerais, les gaziers et les pétroliers, et pour finir, les porte-containers. Enfin, on a vu une augmentation considérable de la taille des navires et de leur capacité, car l'immensité des espaces maritimes le permet. Vous voyez ici l'évolution depuis les années 1950 de la taille des porte-containers traversant le canal de Panama, et le MSC Zoé, l'un des plus gros porte-containers en circulation en 2015, fait 395 mètres de long, soit l'équivalent de 4 terrains de football et plus grand que la Tour Eiffel. Aujourd'hui, la capacité de transport d'un porte-container représente en moyenne l'équivalent de 18 000 wagons de train ou près de 1000 Airbus A380. Alors transporter un grand volume de marchandises d'un coup, cela permet de faire des économies d'échelle et donc de proposer un prix faible. C'est le principal avantage du navire sur les autres modes de transport. Ainsi, pour une télévision à 1 000 $ transportée par la mer entre la Chine et l'Europe, seuls 10 $ en moyenne correspondent au coût du transport. Cette évolution de la taille des navires a un impact sur les infrastructures maritimes. À Panama, des travaux d'agrandissement du canal ont été engagés afin de permettre le passage de navires de plus en plus gros. Les ports se sont aussi adaptés pour accueillir ces géants des mers. Ils se développent en dehors des villes, sur de grandes étendues et constituent des entités autonomes. Vous voyez sur cette carte les premiers ports à containers en 2013, celui de Singapour, le deuxième de ce classement, s'étend sur près de 100 km², soit à peu près la superficie de la ville de Paris. Et en permettant le transport des marchandises à faible coût, le secteur maritime est sans conteste un pilier de la mondialisation.